Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de notre balado sérieux. Mais pas trop. L'histoire des Germains, des Francs et des Mérovingiens, saison 4. Je m'appelle Xavier. Et je m'appelle Romain. Et nous vous invitons à nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram à meropodcast.fr. Et à nous donner des étoiles sur votre plateforme d'écoute favorite et à nous partager vos commentaires en nous écrivant à meropodcast.fr@gmail.com. Ceci est l'épisode bonus 70, Aequo Lentia. Alors c'est un résumé assez misérable du partage du Regnum Francorum de 511 entre les héritiers que nous rapporte Grégoire de Tours dans son œuvre, et je le cite. Après la mort de Clovis, ses 4 fils, Théodoric, Clodomir, Childebert et Clotacar, prirent possession de son royaume et se le partagèrent avec une juste balance. 10 livres d'histoire, livre 3 par Grégoire de Tours. Le laconisme de Grégoire, quand il nous rapporte des événements qu'il juge peu pertinents ou pas vraiment flatteurs pour son projet pieux, est à la fois tout à fait caractéristique et franchement agaçant. Et c'est exactement le cas pour le partage de 511. Concrètement, qui, comment, pourquoi, où? Autant de questions sans réponse sur cette division du royaume dont on ne sait avec certitude rien d'autre que ces quelques lignes. Même les noms de leurs capitales respectives ou les contours de chaque territoire ne sont pas précisés, et on ne les devine qu'au fil de son récit, un peu par hasard pour être honnête. Alors, on ne va pas revenir sur les jugements ultra négatifs des auteurs du XIXe siècle sur ce dépeçage du beau royaume par les 4 frères qui nous découpe la terre des Francs comme un vulgaire cake aux olives, ou sur les traditions germaniques ancestrales garantissant des parts égales par héritier ou par type d'épouse. En réalité, rien de ce que nous racontent les chroniqueurs, à commencer par Grégoire, ne soutient ces visions, et aucun schéma précis ne semble avoir été suivi chez les Francs en réalité. Au point que la théorie désormais la plus en vogue dans la communauté scientifique est bien peut-être celle du compromis politique pragmatique, où la situation de 511, comme toutes celles qui vont suivre, seront tranchées simplement en fonction de l'efficacité supposée de la solution et des équilibres de pouvoir entre les puissants du moment. Que la filiation du grand Clovis ait joué un rôle, c'est évident, et ça deviendra la règle absolue dorénavant. Mais les rapports de force entre héritiers, clans et autres alliés aristocratiques ont aussi participé à la solution, c'est tout à fait clair. C'est d'ailleurs sûrement parce que Crodeschild était la championne nicéenne de l'aristocratie gallo-romaine qu'elle a su mobiliser assez d'alliés pour défendre l'héritage de ses enfants et décourager son beau-fils Théodoric Ier de toute tentative hégémonique. L'héritage d'une part du royaume par les 4 garçons en 511 est donc bien le résultat d'une négociation politique, plutôt que le respect d'une coutume éternelle des Francs, dont ni la loi salique ni aucun autre texte n'a jamais soufflé mot. Grégoire aura beau affirmer dans son ouvrage que tous les fils de rois sont tous considérés comme des héritiers chez les Francs, l'histoire va clairement démontrer que si la condition est nécessaire, elle est loin d'être suffisante pour citer le vieil adage mathématique. Le plus probable là encore, c'est que les puissants du royaume, tout en étant convaincus que de maintenir les seuls descendants de Clovis sur le trône était idéal pour éviter instabilité et coup d'état militaire à gogo, ces hommes ont aussi cherché à disposer d'un nombre d'héritiers limité, se comptant sur les doigts d'une main pour maintenir la cohésion de l'ensemble du Regnum. De fait, en 250 ans de pouvoir mérovingien, on aura toujours entre 1 et 4 descendants sur le trône, avec une majorité de cas où 2 ou 3 rois co-dirigent en fait. Alors on a donc clairement affaire à une décision pragmatique, soutenue par l'aristocratie et mise en place au travers des 4 fils de Clovis. Un partage qui se traduit par des ensembles pilotés par une capitale proche du cœur du pays salien, disposant d'une frontière ennemie à surveiller et trop imbriquée géographiquement pour que quiconque ne tente un coup tordu contre l'un de ses frères. Exactement l'inverse donc des divisions de l'Empire romain,
qui n'ont pas manqué de créer guerre civile sur guerre civile, comme on vous l'a raconté. Mais ce qui a aussi retenu l'attention des historiens dans ce partage, c'est la fameuse égalité dont parle Grégoire, aequo lentia en latin, ce qu'on peut traduire par balance égale. Ce qui, à première vue, semble un peu douteux, puisque sans avoir tous les détails des frontières des différents royaumes, il est clair que le grand frère Théodoric Ier le Fourbe récupère un territoire largement plus grand en kilomètres carrés que celui de ses demi-frères. Alors, l'explication derrière ce mot accepté par la communauté scientifique maintenant, c'est que c'est un partage défini selon le poids relatif des cités, regroupées dans chaque part de royaume. Comme si on avait tenté de faire des blocs en répartissant équitablement les cités petites ou grosses et en éclatant l'Aquitaine en mini-morceaux selon la même logique. Car n'oublions pas, à la fin de l'Empire romain, le pouvoir en Gaule est concentré au niveau des cités. Devant l'affaiblissement de l'autorité impériale en Occident, ce sont les villes qui ont appris à se débrouiller toutes seules, sans plus trop compter sur l'autorité impériale, trop occupée par ses disputes internes et ses invasions. Les cités ont pris le pli de s'administrer elles-mêmes, sous l'égide de puissants locaux, et en particulier leur évêque, gardant autant d'impôts et de bras que possible en leur sein pour survivre dans le giron d'un État en pleine déliquescence. De fait, l'équité suggérée par Grégoire de Tours, aequo lentia, n'est sûrement pas une division symétrique de territoire du Regnum Francorum. C'est plutôt un découpage approximatif des revenus fiscaux perçus par la somme des cités. C'est ça, en plus de considérations de frontières et de cohésion géographique, la vraie logique derrière le partage. L'égalité des ressources fiscales, chaque roi devant disposer de revenus suffisants pour payer ses hommes et contrôler son territoire. Car comme on l'a dit, la logique des siècles précédents, avec des groupes de Germains vivant surtout de pillage et de razzia, a été remplacée à la fin du 5e siècle avec Clovis et les autres par une logique politique, où le territoire conquis anciennement romain devient la source du pouvoir, un territoire qu'il faut donc entretenir et faire fructifier pour garder sa place dans ce monde ultra compétitif. Au final, les partages du Regnum Francorum de 511 ont dû probablement concilier 3 principes distincts: le maintien de l'unité générale du royaume, la gestion des frontières à risque, et enfin la viabilité fiscale et administrative de chaque part. Si les Francs et leur nouvelle famille royale pouvaient s'occuper des 2 premiers aspects, la gestion opérationnelle du pays passait-elle inévitablement par le soutien des lettrés gallo-romains. Des élites cultivées et ultra riches des villes qui savaient tenir les registres et les comptes. Des hommes qui apparaissent à nouveau en pointillés dans notre histoire comme les véritables acteurs dans cette partition, à peine cachés derrière les rois chevelus et leurs soldats venus d'outre-Rhin qui doivent en passer par eux pour faire marcher la machine. Un pouvoir assez discret dans les textes, puisque évidemment, Grégoire oublie de mentionner les hommes de sa propre classe sociale comme des acteurs à part entière des tractations de 511. Mais des hommes qui, à n'en pas douter, ont dû jouer un sacré rôle ces années-là dans le partage du pouvoir à la mort du grand roi, et influencer assez directement le processus en tant que véritable patron des cités, devenant de fait les co-auteurs de la cartographie si bizarre du Regnum qui s'établit cette année-là.